La rétrocausalité, tiens. Yes. Exemple direct. La petite bestiole que je dessine depuis que j'ai peut-être 10-12 ans. Petite boule ronde avec des grands yeux noirs, avec un sourire, avec une dent, machin. Et ben, figure-toi que quand mes enfants sont nés, il y a plein d'amis qui se connaissaient pas forcément entre eux, qui m'ont dit « Mais tiens, c'est marrant, il ressemble à tes enfants, ta bestiole. » Et là, tu te dis, attends, est-ce que c'est moi qui ai influencé le truc ? Tu sais, genre, t'as influencé le visage de tes enfants, n'importe quoi. Ou alors, est-ce que ce sont mes enfants, la naissance de mes enfants, qui ont fait que j'ai eu cette idée dans le passé ? Mais en fait, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. C'est cool. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Benoît Flamec. Salut Benoît. Salut Mourad, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Je suis très heureux de faire ce podcast parce que parfois dans la vie, il y a des moments où moi j'ai une règle, c'est quand j'entends un nom ou une idée 2-3 fois sur une courte période, c'est que c'est un signe pour moi. Et en l'occurrence, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de toi avant même que je ne sois au courant de ton existence. Ça s'est passé en l'espace de 2 mois. Et 3 personnes m'ont dit, il faut absolument que tu rencontres Benoît Flamec. Et avant ça, c'était, tu dois regarder ce que Benoît fait. Et aujourd'hui, on y est. Donc, je suis très, très heureux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravi. Est-ce que tu veux bien te présenter, Benoît ? Eh bien, bonjour Mourad, bonjour à tous. Moi, je suis illustrateur, dessinateur de BD depuis très récemment. Mais en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles tu as entendu parler de moi, et après j'en suis très content parce que c'est l'occasion de rencontrer du monde et de partager des idées, je suis connu pour illustrer des livres qui traitent de sujets qui sont souvent mal compris, comme les expériences de mort imminente, les visions chamaniques, la physique quantique, les sorties de corps. Et donc là, actuellement, c'est un petit peu mon truc. Voilà. Donc l'idée, c'est de vulgariser ces sujets et d'utiliser le dessin pour illustrer des livres qui sont déjà sortis, qui ont déjà bien marché avec des auteurs qui sont connus dans leur domaine et pour permettre d'élargir un plus grand public. Yes, avant de plonger complètement dans le sujet et d'aller en profondeur, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de des ouvrages sur lesquels tu as travaillé et peut-être certaines des personnes connues Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être très barbatif, mais je suis content qu'il y ait une liste. Yes. Tu vois, c'est une satisfaction. Tu vois, tu te dis, ouais, c'est chouette. Mais tu sais, juste voir un bouquin dans une librairie où tu vois tes dessins dedans, c'est déjà, pour moi, c'est génial. Enfin, c'est énorme. Tu vois, j'en perds mes mots. Et là, actuellement, j'en ai illustré 8. Et la liste commence à être longue. Voilà, c'est ça. Il y a des auteurs avec qui on a bien aimé travailler et du coup on a retravaillé ensemble. Donc, moi, la première personne avec qui j'ai travaillé, c'est Jean-Jacques Charbonnier, qui est anesthésiste. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est anesthésiste réanimateur et qui est expert dans les expériences de mort imminente, qu'il appelle les expériences de mort provisoire. Ensuite, il y a eu Philippe Guillemant, qui est physicien, qui a une nouvelle théorie concernant le temps et du coup les applications pour expliquer les phénomènes dont je te parlais. Ensuite, Romuald Le Terrier, Jocelyn Morisson. Jocelyn Morisson, j'ai aussi travaillé avec lui, avec Philippe Guillemant. Là, c'est plus sur les visions chamaniques. Sylvie Détiolaz et Claude Charles-Fourier qui parlent au sujet d'un livre qui parle de Nicolas Fraisse qui fait des sorties de corps. J'ai travaillé avec Louis Fouché aussi sur 2 livres, qui a été un anesthésiste réanimateur encore, qui s'est positionné pendant une certaine période que l'on connaît et avec qui j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Et après tu sais, c'est des doublons. Enfin, on a Jean-Jacques, j'en ai fait 3 avec lui. Enfin, tu vois, Et juste si tu me permets de continuer. Bien sûr. La plupart sont des auteurs que je lisais depuis longtemps, avant de travailler avec eux et de les connaître. Très intéressant. Il y a plusieurs endroits où j'ai envie d'aller tout de suite. Premier endroit, le truc qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est voir ton travail en librairie. Ça, c'est pour le côté dessin. Donc j'imagine que c'est un accomplissement en soi. Peut-être que c'est un truc que tu as imaginé à un moment. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire ça, du dessin, avant d'aller sur
ce que tu dessines en particulier, parce que c'est pas n'importe quoi, c'est très particulier. Oui, moi j'ai toujours dessiné, mais de toute façon il y a plein de dessinateurs qui te diront ça, mais moi j'ai toujours dessiné pour m'exprimer, pour même comprendre les choses. Donc, mais après ça fait un peu gnangnan de dire ça, mais tu sais, c'est un truc que tu fais, les gens te connaissent comme étant ça, mais tu te définis pas comme étant le mec qui fait des dessins, quoi. Et puis après j'avais beaucoup d'amis qui dessinaient en fait, donc c'était un truc normal. Mais là, le premier livre que j'ai illustré, bon, c'est une aventure assez courte. En gros, c'est une libraire à Angers qui me dit, mais envoyer des dessins à Jean-Jacques Charbonnier. Au début, j'ai dit non, c'est pas possible. Et finalement, j'ai essayé, ça a marché. Et puis en fait, il a bien aimé mon travail. Et en fait, je suis devant toi là aujourd'hui. Je suis dans un petit studio avec toi. On parle de ce travail, des raisons. Enfin, je suis hyper content, quoi. Et pour revenir au livre de Jean-Jacques Charbonnier, c'est la mort expliquée aux enfants. Donc pour un premier livre. C'est pas n'importe quel sujet, tu vois. Donc tout de suite, la barre était très haute. Et moi, il fallait que je me positionne par rapport à ça et de trouver la bonne manière de le faire. Sachant que ce sont des sujets... Enfin, je me suis intéressé à ces sujets pour une bonne raison. Parce que j'ai une histoire à raconter, moi aussi, qui a évolué en même temps que moi, j'ai évolué. Et il y a une phrase que je dis souvent, c'est « Est-ce que c'est moi qui raconte l'histoire ? Ou est-ce que c'est elle qui me raconte ?» Et en fait, si j'avais pas inventé cette histoire, peut-être que je serais tout simplement pas là aujourd'hui, tu vois. Alors bien entendu, on est là pour parler de cette histoire et de plein d'autres choses. Juste avant, quand la libraire te dit envoie les dessins au docteur, ta première réaction c'est de dire non. Pourquoi ? Ah ben, tu te dis c'est beaucoup trop ambitieux. C'est beaucoup trop... C'est un type que, en plus, tu sais, il y a le jeu de la célébrité. Jean-Jacques Charbonnier, c'est quelqu'un de très connu depuis très longtemps, spécialiste dans ce domaine-là, très sympathique, et qui fait passer des messages avec des sujets complexes, qui arrive à vulgariser la science, la médecine de manière vraiment très, très... Il est très habile. Et du coup, tout de suite... en plus, à ce moment-là, je travaillais dans une ferme pédagogique, tu sais, et j'étais très heureux de faire ça, d'être avec les bestioles et tout. Moi, j'étais comme un coq en pâte, c'est le cas de le dire. Et puis, il y a eu ce truc-là, mais tout d'un coup, oui, en fait, tu te projettes pas. Impossible. Et pourtant, si tu as un intérêt pour ça, c'est que déjà, potentiellement, tu t'intéresses à ce sujet, tu dessines des choses autour de ça. Si la libraire... ou le libraire, je me souviens plus, la libraire te propose ça, c'est qu'il y a déjà un truc qui est déjà là. Alors c'est quoi ce truc et d'où est-ce que ça vient ? Et ben du coup, cette libraire connaît très bien Xavier Perron, qui est un de mes amis proches, qui est des spécialistes des Maasai. Et qui l'est toujours, bien sûr. Anthropologue, donc il a un doctorat en anthropologie, spécialisé dans les Maasai, et en fait, il a vécu avec eux pendant plusieurs années. Et en fait, petit à petit, il a abandonné, on va dire, la théorie académique pour se concentrer sur la spiritualité Maasai, parce qu'il s'est fait complètement happer, quoi. C'est des personnes qui, juste en étant là, inspirent pas mal de choses, tu vois. Dans ses livres, il parle de démarche claire, de démarche claire, de regard clair, démarche alerte. Par exemple, tu vois le Maasai rouge, le drapé rouge avec la lance. Et en fait... son travail, je ne peux pas le résumer là, mais ça m'a fait découvrir les peuples premiers, tu vois, et la spiritualité, qu'on appelle nous spiritualité, mais en fait c'est un truc ancestral qui font que répéter. Et ces Maasai m'ont beaucoup aidé dans la vie. Pourtant, j'en ai jamais rencontré. Mais les messages qui sont passés à travers de Xavier... Et en fait, c'est le premier auteur que j'ai bien connu, qui était connu dans son domaine. Et du coup, je pouvais discuter avec lui de ça, aller plus en profondeur dans les questions. Et en fait, ça a réveillé une histoire que j'avais besoin de raconter, que j'ai commencé quand je suis revenu d'Afrique pour la première fois, parce que j'ai été au Togo et au Bénin pour une mission humanitaire quand j'avais une vingtaine d'années.
puis, et en fait, en revenant de ce voyage, j'ai voulu raconter une histoire. Et la vie a fait que, tu vois, t'as des épreuves, t'as des gens qui... T'as beau faire les choses du mieux que tu peux, il y a quand même des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, tu comprends pas pourquoi. Et les Maasai, du coup, qui m'ont amené à plein d'autres lectures, tu vois, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Super livre. Tu vois, tu sais, tous ces livres un peu universels, Message du monde vrai au monde mutant. Après, tu vois, tu vas fouiller dans l'animisme, chamanisme et tout, c'est excellent. Et en fait, du coup, après, c'est toi qui vas chercher dans ces messages universels ton truc propre, quoi. Tu vois. Là, je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens, j'espère que... Non, c'est très cohérent. Ce que tu retraces, pour moi, c'est effectivement ces questionnements, une recherche. Récemment, j'avais cette conversation, excuse-moi, et la personne m'avait dit, je crois que c'était Bruno, qui m'avait dit, en fait, ce que tu cherches, te cherche aussi en retour. Il y a comme ce jeu d'aimant, tu vois, et dans ton histoire, c'est vraiment ça le fil rouge, avec une histoire, visiblement, qui s'est passée quand tu étais en Afrique. En fait, c'est le choc des cultures qui m'a fait me dire, mais en fait, tu connais rien du monde, mon gars. T'es un petit Européen, Français, tu crois connaître le monde, mais en fait, tu connais rien. Et t'as des gens qui ont rien et qui te donnent des leçons de vie juste en étant là et puis en t'accueillant chez eux alors qu'on n'a pas du tout... Et là, en fait, j'ai eu honte, en fait. Et je me suis dit, c'est mort, il faut que je fasse un truc quand je reviendrai, il faut que je change la manière de réfléchir. Tu vois, les manières de... Il y a un truc qui va pas. Ouais. Honte de quoi ? Quand tu regardes l'histoire de l'Europe, notamment, ça se confirme de nos jours, en fait, tout est basé... Je suis désolé, je vais faire un peu de politique, de géopolitique. Les richesses qu'on a, nous, ont été pillées. Et en fait, quand tu vois comment les Amérindiens ont été traités, les Maasai, par exemple, mais encore toujours, les aborigènes, en fait, tu vois, il y a une forme d'injustice, il y a un truc qui ne va pas, et tu te demandes, mais d'où vient tout cet argent, toutes ces richesses, toutes ces matières premières, en fait, elles sont volées. Et nous, on nous apprend que c'est nous les héros dans l'histoire. Il y a un truc qui ne va pas. C'est comme si tu avais une prise de conscience sur l'universalisme et l'unicité de l'humanité, en fait. C'est-à-dire que si moi, je vais bien parce que les autres vont moins bien, il y a un souci. Je me fais du mal quelque part à moi-même. Et inversement, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais eu cette prise de conscience en mode une vraie quête de sens, en fait. Ouais, et en même temps, tu vois, on pourrait tomber dans le truc pompeux de oh les pauvres Africains, machin, tu vois. Moi, je suis pas du tout dans ce registre. Quoi, ce que tu dis, c'est qu'au contraire, des gens et des rencontres, des personnes, juste par leur manière d'être, t'ont donné une claque, quoi, t'ont donné une leçon de vie. Ouais. Exactement. Super intéressant. Et donc, tu rentres. Qu'est-ce que ça réveille chez toi, tout ça, en rapport avec le dessin ? Est-ce qu'il y a ce moment où tu te dis, OK, il faut que je commence à mettre cette prise de conscience en dessin, ou comment ça se transforme, comment ça chemine à l'intérieur de toi ? C'est bien, tu es comme sur une cible avec tes fléchettes là. Tout à fait, et quand j'y vais, je lâche jamais le truc, on déroule le fil. J'ai bien fait de venir. Non mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut raconter une histoire ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher dans ses souvenirs, dans son histoire, dans ce qui nous a marqué, ce qui nous a déplu, ce qu'on voudrait arranger. Et en fait, moi, je dessine un petit personnage qui s'appelle un béni. C'est une petite boule, on pourra peut-être mettre ça en lien dans le truc, mais c'est une petite boule comme ça, avec une petite mèche, sûrement inspirée des Pokémon. Voilà. Je dirais rien, j'étais la cible à l'époque, en 1996. Bienvenue au club, j'ai été très bon client pour les Pokémon. J'ai rempli le Pokédex 3 fois, bon voilà, j'ai la fièvre. Voilà, mes enfants aussi. J'ai toujours la fièvre, hein. Moi, Tortank, c'est mon Pokémon préféré. Bon, on va pas partir sur Pokémon parce que là, c'est mal barré. Une autre fois. Et du coup, regarde Pokémon, yes. Tu vois, souvenir, personnage, et puis en fait, c'est devenu autre chose. C'est devenu Et ce petit personnage, j'adorais le dessiner en cours, tu vois. Bon, c'était pas... Au début, tu sais, tes personnages, tu les martyrises, quoi. Tu sais, tu les fais écraser par des trucs. Puis c'était une manière pour moi de bien écouter.
ça a l'air contre-intuitif ce que je raconte, mais en fait, j'écoutais mieux quand je dessinais le cours. Mais je me faisais engueuler tout le temps pour ça, parce que je dessinais en classe. Ouais. Mais c'était ta manière de fonctionner, ça te permettait de te concentrer. C'est Et ce ça. que je relève qui est très intéressant, puisque tu parlais d'histoire, c'est que ce personnage existe depuis longtemps en fait. Exactement. Et après, il a été nourri parce que, en fait, comme je te disais, j'ai des amis qui dessinent aussi, et eux aussi avaient leurs personnages, et on s'amusait à les faire interagir, tu sais. On était comme ça, en cours, et puis moi, je commençais un truc, je faisais une case de BD, tu vois, et puis je passais le truc. Et lui, il faisait l'autre case, il faisait interagir son personnage avec le mien, on se repassait, des fois, on se tapait des fous rires comme ça. C'est génial. C'était cool. Et ce personnage-là, je me suis dit, c'est ce personnage-là qu'il faut que j'utilise pour cette histoire. Alors là, moi, je pars de quoi ? Je pars d'une petite boule avec 2 yeux, un sourire avec une dent, une petite mèche blonde, et puis qui est content tout le temps, qui a peur de rien, qui se met tout le temps en danger, mais parce qu'en fait, il veut tellement faire de trucs que c'est l'enfance incarnée dans une bestiole. Et l'enfance, c'est mon combat. Je peux pas le dire autrement. C'est le mot qui m'est venu, comme ça. Quand tu rentres de ce voyage et que tu veux ressusciter ce personnage, c'est quoi la partie de toi qui se connecte à ton enfance ? Ou pourquoi est-ce que tu te connectes à ton enfance, à ton avis, à ce moment précis où tu as cette prise de conscience ? Parce que l'enfance, pour moi, c'est, si on peut parler en termes de fréquence, après c'est peut-être fréquence symbolique. Moi, je vais pas partir dans les trucs magnétiques et tout. En termes de fréquence, pour moi, la manière dont se comporte un enfant, c'est aussi authentique et vrai qu'un animal. Tu vois, dans toute sa splendeur, tu sais, je compare pas l'enfant à un animal, de manière péjorative. C'est vraiment, pour moi, je mets l'animal à un certain niveau, tu vois, d'équité même avec l'humain. Donc, je vais pas du tout dans ce registre. Pour moi, les peuples premiers, les animaux et les enfants sont encore connectés à la nature et au message qu'elle a à transmettre. Et en fait, cet état d'esprit-là, cette candeur, c'est un truc, pour moi, hyper inspirant et que je veux non seulement garder, mais perpétuer et partager. Donc il y a un truc qui se réveille de revenir à quelque chose d'essentiel, de revenir à cette conception presque intuitive, parce que le parallèle que tu fais avec les animaux, c'est aussi ça. Il y a une manière intuitive de vivre, naturelle, et donc tu rapproches ça de l'enfance. Et ça, c'est le début de l'histoire, alors. Est-ce que tu as écrit cette histoire ? Tu vas me faire raconter l'histoire. Bien sûr, je suis là pour ça. C'était pas prévu. Ah, c'est ok. Non, mais tu sais quoi ? Quand faut y aller, faut y aller. Let's go. Donc tu veux que je fasse quoi là ? Ce que tu veux. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une histoire qui est en train de naître à ce moment-là. Ouais. C'est ça. L'histoire dont tu parles depuis le début. Du coup, je vais pas raconter l'histoire, mais je vais raconter comment j'ai construit l'histoire. Ok. Parce que c'est encore un peu tôt pour révéler le truc, tu vois. Ça marche. Ça va avoir l'air abracadabrantesque. Ouh, je l'ai bien prononcé. Dans notre conversation, il faudrait faire un truc exprès pour ça, tu vois. Ok. Du coup, moi, je sais dessiner instinctivement. Je dessine mon petit personnage et là, tout d'un coup, je me suis dit, ouais, il faut qu'il grandisse. Parce que je veux pas avoir que des boules comme ça sur une planète, c'est nul. Donc du coup, il faut le faire grandir. Donc je fais sa forme, machin. Et là, je bug au niveau de l'anatomie. Il y a des trucs qui vont pas et tout. Je fais... Du coup, je fais quoi ? J'achète des bouquins. Anatomie, les muscles, machin, les os. Et là, je m'y mets. Le truc commence à ressembler à quelque chose. Et là, je le tourne. Donc les muscles du dos, machin. En plus, ça devient donc une espèce d'humanoïde avec un long cou. Je ne saurais pas pourquoi ça. Peut-être parce que ça me fait penser aux dinosaures, comme je suis fan des dinosaures. Et puis c'est une bestiole un peu primate, donc tu vois, avec des bras très longs, une manière de se déplacer très ample comme ça, tu vois. En tout cas, ça démarre un peu comme ça.
Cette créature-là, c'est un mix de plein de choses que j'adore. Les singes. Tintin au Tibet, ça m'a marqué. Ça m'a traumatisé au départ. Et après, j'ai adoré les singes, mais ça, c'est une autre histoire. Et qu'est-ce que je disais ? Je suis parti dans mon explication. Donc, il y a un personnage que tu es en train de dessiner. Tu dis qu'il est enfant, il faut qu'il devienne adulte. Voilà. Et ce qui est fascinant dans la manière dont tu le racontes, c'est que j'ai l'impression, parce que tu dis c'est intuitif. Intuitivement, tu le dessines, quoi. Oui. Comme si c'est un truc qui te traverse. Mélange de ça te traverse et mélange de... il a des caractéristiques qui te plaisent. Oui. Bah en fait, tu utilises ce qui te plaît. Et du coup, tu crées le personnage. Et maintenant, il faut lui créer une histoire. Du coup, il faut lui créer un monde. Et qui dit lui créer un monde, dit lui créer une culture. Qui dit créer une culture, dit créer des époques. Qui dit créer des époques, dit créer une préhistoire, tu vois, un truc. Et là, tu fais le truc. Et tu fais, mais attends, moi, je prends des règles terrestres. C'est pourri. Pourquoi le feu serait rouge là-bas ? Non, là-bas, le feu, il n'est pas rouge. C'est un mélange. En fait, le feu là-bas, c'est l'équivalent de la glace, par exemple. La planète en elle-même, c'est pas du tout la même chose. C'est pas un système solaire avec 9 planètes ou 8. Mais c'est un soleil avec 1000 planètes autour. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ? T'as combien de jours, combien de nuits ? Enfin, tout ça pour te dire la manière dont je suis allé chercher je l'ai dit hier en plus, tu sais, la crédibilité d'un monde inventé pour le rendre crédible. Et comment je fais ? Donc je m'inspire du travail des autres. Et de scientifiques que j'admire, etc., etc. Et du coup, cette fameuse culture que je veux leur donner, et en fait, je me suis dit, mais le développement personnel, c'est un vivier à histoire, à anecdotes, à phénomènes. C'est infini. Et du coup, je tape là-dedans, tu vois. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que au fur et à mesure que tu crées ce personnage, son univers, son monde, presque comme une comment tu dis ça déjà ? Cosmogénèse, pas ça ? Cosmogénèse ou cosmogonie, je sais plus. Ouais. En gros, tout ce qui entoure l'existence de ce personnage, il y a ta quête personnelle qui nourrit ça et qui s'accentue. Et c'est fascinant, et ça nous amène à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parles des Maasai, quand tu parles de effectivement t'intéresser aux travaux de certains scientifiques. Ça t'amène où tout ça ? Et surtout, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu te poses des questions sur le sens de la vie, de savoir s'il y a plus que ce qu'on voit, en tout cas par nos propres yeux, parce que dans ton histoire, j'ai aussi l'impression qu'il y a des ressentis qui émergent, et que c'est aussi pour ça que tu prends ton crayon et que tu dessines. Ben en fait, tu te débrouilles bien, hein. Merci. Plusieurs questions, mais... Non, mais j'ai compris où tu voulais en venir. Okay. En fait, du coup, moi, au départ, c'est inventer une histoire, faire un truc cool, m'éclater au passage. Ouais. Et en fait, tu te fais surprendre. Tu vas chercher des histoires sur les expériences de mort imminente. Pour ceux qui ne connaissent pas, les expériences de mort imminente, ce sont des personnes qui meurent cliniquement. Oui. Et l'espace d'un instant, ça peut être 1 heure, je ne suis pas expert, hein, mais en fait, il se passe des choses. Pourquoi ? Parce que cette personne, en revenant, elle raconte quelque chose. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, il dit qu'il y a une grande majorité des gens qui ne s'en rappellent pas, mais qui ont sûrement vécu quelque chose. Mais en fait, le cerveau, il bloque, il dit non, c'est pas possible d'accepter ça, je rejette. Et en fait, ce qui se passe, toutes les différentes étapes sont différentes d'une personne à l'autre, mais c'est toujours la même structure. Et les gens qui vivent ces phénomènes en ressortent complètement transformés. Mais vraiment, qui ont des boulots, par exemple, dans le commerce, et même s'ils adorent ça, hein, ils ont une vie de famille et tout, et là, tout d'un coup, ils se disent, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Et Jean-Jacques Charbonnier, pour le citer une nouvelle fois, lui, il dit, il faut pas attendre d'avoir une crise cardiaque pour changer sa vie. Et là, hop, tiens, le message passe. Je m'inspire pour une histoire,
et j'entends ce que dit ce gars-là, et ainsi de suite. Je découvre d'autres auteurs, et puis en fait, tu as des messages qui passent, mais ils sont infusés dans ton esprit, même jusque dans ton intellect, et tu t'en rends pas compte. Et là, tu vois que tu fais des choses dans la vie de tous les jours qui font que en fait, ça va. Et non seulement ça va tellement bien que tu partages ça avec les autres. Et c'est quoi justement ces trucs qui vont et que tu as envie de partager avec les autres? C'est le dessin? Il y a d'autres choses? Ouais. Ben, le dessin, c'est le média. Ok. Le dessin, c'est le média. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Pour moi, c'est une manière d'être une personne plus respectueuse. Je vais pas mentir. Je vais être honnête. Je vais avoir une espèce de discipline. Et tu vois, ne pas trahir, ne pas demander trop. La liste est dure à énumérer parce que c'est vraiment situationnel. Yes. Mais je dis souvent que on n'a jamais assez d'occasion d'aider les autres. Et en fait, c'est chouette. Ça rythme la journée. Hier, en venant, j'ai aidé une dame qui était dans le train à galérer avec son violoncelle. Elle avait 3 sacs et tout, machin. Et puis, moi, c'était ma mission. C'était de lui filer un coup de main. Et puis, hop, le trajet se passe. Elle me dit merci. Et puis, j'ai rechangé de wagon pour l'aider encore. Mais c'est pas une espèce de truc, j'aime sauver les gens. C'est juste, c'est une nouvelle occasion de créer du lien. Et puis, moi, si j'avais été dans sa situation, j'aurais été tellement content qu'on m'aide. Et en fait, cette attitude-là, à force de le faire, tu n'y penses même plus, c'est complètement spontané, et en fait d'autres gens te voient le faire, et après mon idéalisme me dit que peut-être que ça peut changer les choses. Ouais, je me dis, moi j'ai cette expérience assez souvent que j'ai un échange sympa avec un inconnu, une inconnue très souriant ou très souriante, ou quelqu'un qui te rend un service, quelqu'un qui est cool, quelqu'un qui blague, et parfois ça peut refaire ta journée. Mais oui. Moi ça m'arrive de temps en temps, et quand ça m'arrive, je me dis mais cette personne-là, juste l'échange qu'on a eu de 30 secondes, ça m'a fait du bien, ça a égayé ma journée. Et effectivement, dans ces moments, je me rappelle que on est tous capables de donner ça, en fait, ça coûte rien. Très intéressant, toute cette histoire autour des expériences de mort imminente, comme un changement radical de perspective qui amène les gens à se demander quel est réellement le but de leur vie, et avec aussi cette idée en trame de fond que si tu peux faire un truc pour des autres, c'est cool. Et tu sais, là je vais faire le papa gâteau, mais j'avais tout ça en tête alors que j'étais pas parent. Et je suis devenu papa. Ouais, ça fait combien de temps? Et j'ai une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 3 ans. Félicitations. Et auquel d'ailleurs j'en parle pas forcément souvent, donc je leur dédie ce petit moment qu'on passe tous les deux. Voilà. Yes. Parce que c'est... Quand t'as des enfants qui arrivent, sans être pompeux une nouvelle fois, les règles elles changent. Parce que moi, dans l'absolu, si Mère Nature elle a décidé de me faucher avec une tornade, ça me dérange pas. Enfin, j'accepte ce truc-là. Et en fait, ma vie est cool. Parce que du coup, j'ai accepté ce truc-là, je suis pas angoissé. Je vais faire en sorte, à ma manière, grâce au dessin, de faire passer des messages positifs pour la protection animale et tout. Donc, moi, j'ai des choses même en cours par rapport à ça. Yes. Mais là, t'as des enfants. Et en fait, moi, je veux pas qu'ils meurent dans une tornade. Tu m'étonnes. Donc, il faut que je redouble d'efforts pour distiller des idées comme ça. Et en plus, je suis juste à mon niveau, tu vois. C'est pas le mec mégalo qui vient, j'ai changé le monde. Non. C'est aider la dame dans le train. Et c'est des paris, en fait. Contribuer à construire ce monde meilleur, et aussi ce que tu dis très clairement, c'est que tu n'es plus la priorité numéro 1 dans ta vie. Et ouais, je suis pas père aujourd'hui, j'espère l'être un jour, mais j'entends en tout cas quand j'ai ces conversations avec des amis qui le sont récemment, c'est un thème très commun, c'est waouh, je suis plus la priorité en fait. Et tu sais, on parlait de nature et d'animaux tout à l'heure. Yes. Quand ma fille est née, je me rappelle encore, elle
elle venait de naître. Et je me rappelle, il y avait la sage-femme qui l'a pris dans ses mains avant de la donner à ma femme, tu sais, pour voir si tout allait bien. Mais moi, je la surveillais, mais j'étais comme un orang-outan, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'elle fait? Tu par-dessus l'épaule et tout, alors que la nana, elle a fait ça 20 fois, elle n'a rien à faire de toi. Tu l'as dans la main pour la première fois. Wow. Et en fait, là, tu redeviens primate. Et en fait, ces choses-là qu'on a à l'intérieur de nous, il faut les garder. Je dis pas qu'il faut faire le singe, tu vois, le débile de service, comme c'est représenté dans les films ou un truc comme ça. Bon, quoique, de nos jours, il y a quand même une compréhension, un respect par rapport à l'animal, et le singe, c'est le point de capiton. Là, tu dis à quelqu'un, t'es un singe, on est des primates. C'est aussi difficile que d'accepter qu'il y a un truc après la mort. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc après la mort, Benoît Flamec? Alors là, tu vois, je m'installe. Moi aussi. Je m'étire. On y va là, on entre en eau profonde. J'ai pas mal de choses à dire sur ça aussi. Ok, très bien. Moi, je pense que ce serait pas logique qu'il y ait rien après la mort. Tout simplement. Moi, je pense que l'univers, la Terre, tout ce que tu veux, c'est un rythme cyclique. Donc, cette énergie, qu'on ne soit qu'un corps physique qui se désanime, si tu me permets l'expression, et qui soit renvoyé à la Terre, c'est déjà cool. Quand tu lis un peu le bouddhisme et même le livre des morts tibétains et le livre des morts égyptiens, par exemple, voilà, il y a quand même un passage, tu vois, il y a quelque chose qui se passe. Et non seulement chez les bouddhistes, il y a quelque chose qui se passe, mais en plus, cette énergie-là, elle peut revenir dans d'autres corps, tu vois. Mais qu'est-ce que ça... Pourquoi ça me plaît? Parce que je vais te dire pourquoi... Enfin, je veux dire pourquoi ça me plaît. Pourquoi ça me plaît? Tu vas souvent avoir des gens qui vont se souvenir de vie antérieure, comme ça. En Inde, c'est tout à fait admis qu'un enfant passe dans la rue et tout d'un coup, il dit « Ah tiens, je connais cette maison ». Et du coup, ils vont toquer à la porte, les parents ils vont demander « Bah écoutez, notre enfant, il a dit qu'il connaissait machin ». Et là, hop, sur les photos, il va dire « Ah bah c'est lui, il s'appelle truc. Dans le tiroir, il y a tel objet. » Et mais comment il peut savoir ça, le petit ? Ou alors tu vas avoir des personnes qui ont été des bourreaux dans une vie après ou avant, on ne sait pas dans quelle ordre ça se passe. Tu vois, je suis monté comme ça. Dans une autre vie, ils vont être victimes. Mais c'est intéressant, ça. Ça veut dire que toi, tu as été bourreau et pour avoir une leçon, on te met à la place de la victime. C'est intéressant comme progression. Tu vois. Mais après, au fond, et là, je botte carrément en touche, le truc, c'est pas de croire ou de ne pas y croire. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait, tout ça. Si je crois que il me faut une vie pour être bourreau et une autre pour être victime, est-ce que je pourrais pas faire des efforts dans cette vie-là, si on est dans une logique de réincarnation, est-ce que je peux pas faire des efforts dans cette vie-là pour aider le prochain? Et tu vois, ça a l'air fou ce que je dis. Je suis en train d'anticiper ma vie postérieure, tu vois. Mais après, je te dis, je pense que j'y crois pas. Ça me plaît d'y croire. Et c'est là où l'imaginaire entre en jeu. Parce que l'imaginaire, c'est la frontière entre la réalité et le fait qu'on ait envie de croire à ça. Ouais. Et en même temps, je pense que quand on est naturellement curieux, quand on s'intéresse aux histoires, aux contes, aux personnages qui ont été inventés par d'autres personnes, c'est pas non plus pour rien. En tout cas, moi, c'est ma conception des choses. Je me souviens que, étant plus jeune, même étant enfant, je regardais dehors et je me disais, je sais qu'il y a plus que ce que je peux voir. Je le sais. Là, je le vois pas, mais je sais qu'il y a plus. Et je sais que le film ne s'arrête pas. Mais tu vois, c'est pour moi, ça, encore une fois, croyance.
j'ai pas un moyen de le prouver. Je peux dire que c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours. Voilà. Après, comme toi, je suis rentré dans une recherche, j'ai fait des rencontres, il y a eu une quête spirituelle, on peut appeler ça comme ça, mais pour moi, c'est un petit peu pompeux, en fait. C'est juste que je me suis toujours posé des questions et je me suis toujours demandé c'était quoi le sens de la vie. Donc, il y a eu tout ça. Et cette fascination, effectivement, pour le fantastique, pour les contes, pour les personnages différents de ce qu'on constate dans notre vie d'être humain et de ce qu'on connaît. J'ai envie de revenir sur ton personnage. Moi qui voulais pas le spoiler. Alors, ce personnage qui est en train de prendre vie avec tout un univers autour de lui. Ce personnage, j'ai l'impression qu'il te guide et qui t'aide toi aussi à créer ton chemin autant que toi tu le crées. Et tu l'as formulé un petit peu différemment tout à l'heure. Comment est-ce qu'il t'amène ce personnage, et peut-être qu'il y a eu d'autres personnages après, à travailler aujourd'hui avec des scientifiques qui font des expériences très, très sérieuses et très intéressantes autour de la physique quantique, autour des expériences de mort imminente, autour de la question du temps. Ça aussi, c'est fascinant. Alors, comment est-ce que ce personnage t'amène à tout ça ? Il faudrait que tu me reformules la question, s'il te plaît. Ok. Commençons par la première bande dessinée. Enfin, la première illustration. Ouais. Avec monsieur... Jean-Jacques Charbonnier ? Ouais. Comment ça se passe au début ? C'est quoi la teneur des premiers échanges que vous avez ? Avec Jean-Jacques, c'était très simple. Il m'a dit vas-y, éclate-toi. On n'a pas trop échangé. On s'est appelé au début, au milieu, à la fin. Yes. On a fait une séance de dédicace et tout machin. Et en fait, moi, c'était le terrain de jeu idéal. Ok. Je me rappelle, j'étais encore avec Guy. J'espère qu'il va pas voir cette vidéo. J'étais au téléphone avec Guy Trédaniel. Donc Guy Trédaniel, c'est quand même celui qui vend le plus de livres. Éditeur. Éditeur de développement personnel. Si on utilise cette terminologie que j'aime pas trop, mais il m'appelle au téléphone, il me dit oui Benoît, comment vous voyez le livre et tout. Moi j'avais jamais fait de livre. Ouais, moi je vois comme ça. Et puis de cette taille-là. Et puis il me dit oui, vous savez utiliser InDesign et tout. Oui, bien sûr. Pas du tout. Pas du tout. Ce coup de bluff, je pense que parfois dans la vie, il faut avoir le courage de le faire et de se lancer. Mais tu vois, heureusement que j'avais eu cette histoire. Tu vois, c'est bien, on va pouvoir revenir sur le personnage. Si je m'étais pas entraîné pour commencer à raconter cette histoire-là, moi je savais déjà, j'avais déjà des bases pour utiliser la tablette graphique par exemple. Yes. Pour utiliser le logiciel de dessin. Ouais. Mais j'ai utilisé ça. Ouais. Pour moi. Uh-huh. Mais en fait, je l'utilise là tout d'un coup pour un autre projet. Et bon, après, évidemment, tu apprends d'autres trucs. Mais je ne savais pas monter un livre. Par contre, je sais dessiner. Ça, c'est sûr. Et en plus, j'ai évolué entre-temps. Et je me dis que j'ai quand même suffisamment de confiance pour me dire allez, vas-y, on y va, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, je travaille avec des gens qui m'ont inspiré pour ma BD. Et que maintenant, j'essaie de traduire leurs idées avec mes dessins. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est maintenant que je vais répondre à la question d'avant, parce que je viens de me rappeler de ce que tu as formulé. Mais en fait, c'est un petit peu comme toi. Tu sais, on dit que c'est un truc... pour s'en défendre, on peut dire que c'est une quête un peu égoïste. On l'a dit juste avant. Yes. En fait, on a envie d'aller mieux d'abord. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait au passage ? Et on s'aperçoit que seul, on peut pas. Donc, on va le partager. Moi, c'est le dessin. Toi, c'est le podcast. Et sûrement plein d'autres choses. Parce que je t'ai vu, je te vois faire. Je vois comme tu es, ta manière d'être, ta manière de parler. Il y a un truc, il y a une envie de lien, tu vois. Mais en fait... Quand tu essaies de créer une histoire, évidemment, tu vas te renseigner sur comment faire un scénario. Et moi, une des premières choses sur lesquelles je suis tombé, c'est Joseph Campbell. Pour ceux qui ont déjà vu une ou deux vidéos que j'ai déjà
citer vont me dire ah là, il rabâche encore Joseph Campbell. Bah ouais, mais Joseph Campbell, le héros aux 1001 visages, il a parlé du monomythe. Et en fait, il y a des étapes par lesquelles le héros passe pour arriver à la fin. Quoi. Le fameux voyage du héros. C'est ça, le voyage du héros. Ouais. Et en fait, moi, la finalité, c'est cette histoire dont je te raconte, qui va être une BD, d'ailleurs, ça je peux l'annoncer, qui s'appelle Homo sapiens. Donc c'est l'objectif. Et là, je suis dans les étapes pour y arriver, tu vois. Et je sais plus qui disait ça, mais on pourra peut-être me le dire après, mais il y a une personne qui a dit « C'est important d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. » Et en fait, cet objectif-là, non seulement ça me fait plaisir de voir que ça se rapproche, en plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça me permet d'être un être humain qui est bien dans ses bottes, qui partage ça. Et en plus, qu'est-ce que je fais ? Je suis papa. Je suis pas parfait. Mais j'essaie de renvoyer quelque chose de moi qui les inspire, dont ils soient fiers. Et pourquoi je veux ça ? C'est pas pour moi, c'est pour qu'ils soient bien dans leur vie, pour qu'ils se débrouillent. Merci Benoît de partager ça avec autant de sincérité. Ce qui ressort vraiment pour moi de ce que tu expliques là, c'est que c'est un truc qui dépasse ta personne, ce projet. D'un côté, il y a ce côté, oui, où tu kiffes et effectivement, tu le fais pour toi. Et moi, je fais le podcast pour moi, comme je te le disais tout à l'heure, parce que c'est un kiff. Et en même temps, il y a ce truc qui te dépasse. Tu parles de tes enfants. Tout à l'heure, tu parlais de être une personne qui apporte des choses autour d'elle. Et moi, je trouve ça incroyable. Juste incroyable. Ça, c'est vraiment inspirant. Mais tu sais que ça ne devrait pas l'être. Parce que la dame dont je te parlais dans le train tout à l'heure, elle m'a remercié, elle m'a dit « Oh là là, mais pourquoi vous êtes si gentil ?» Mais je dis « Mais en fait, pourquoi vous dites que je suis gentil ? Tout le monde aurait dû... tout le monde devrait faire ça. » Tout à fait. Ça devrait être une norme. Mais je suis peut-être un gros naïf à penser comme ça. Mais pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que quand des choses arrivent dans la vie de tous les jours, des choses injustes, alors que toi, tu fais tout ce que tu peux pour que ça aille bien, ne serait-ce que pour toi, tes proches, tes amis, ta famille, il t'arrive quand même des bricoles. Et le monde, un petit nombre de personnes arrivent à détruire des vies d'autres qui n'ont rien demandé, qui veulent juste vivre leur vie tranquille. Et ces mecs-là, je les laisserai pas faire. Et même si je vends une BD, je m'en fous, ce sera ma part. Les colibris, tu vois, ce sera ma part. Mais c'est pour ça que je me suis engagé avec Louis Fouché, d'autres auteurs et tout, parce que ouais, il y a des moments, non, nos passaran, c'est tout, c'est comme ça. Ils ne passeront pas. Non. Oui, c'est un message important parce qu'on a tendance, malheureusement, je dis je vais me permettre de collectiviser. Vas-y, parce que j'ai envie de te poser des questions, donc vas-y. Avec plaisir. On a tendance à... En tout cas, moi, quand je vois certaines des choses qui se passent et qui se sont passées notamment depuis la période Covid, je trouve qu'on peut avoir tendance collectivement à être un petit peu endormi et à tolérer des choses qui ne sont pas tolérables. Et c'est bien qu'il y ait des personnes qui aient le courage de dire non, je vais à mon échelle, avec mes capacités, avec mes spécificités, faire tout ce que je peux pour aider à construire un monde qui, à mon avis, est plus juste, plus généreux, plus humain, tout simplement. Et effectivement, j'avais cette conversation avec un ami ce matin où il me disait est-ce que finalement on n'est pas tous un petit peu trop endormis, parfois un petit peu trop centrés sur notre personne, tu vois, une sorte d'égoïsme où en fait ouais, mais qu'est-ce que j'y peux, tu vois, qu'est-ce que j'y peux au fait qu'il y a beaucoup de choses qui aillent pas bien collectivement, qui aillent pas dans le bon sens. Je vais pas nécessairement rentrer dans du détail sur de la politique, etc., parce que c'est pas ce qui m'intéresse, mais ouais, tu vois, il y a deux trucs. Il y a l'impuissance acquise, ça, c'est une partie, et puis il y a l'autre partie qui est un endormissement, voilà, un endormissement / une forme d'égoïsme. En tout cas, c'est ce qui m'habite un petit peu en ce moment. Quand j'étais dans ma période euphorique, ouais. Les peuples premiers, c'est super, je vais créer une BD, ouais, trop cool, Yes. les bestioles, je m'amuse, j'ai l'impression de faire un film d'animation, enfin, tu t'éclates. Et là, il y a un événement qui arrive, et là,
moi, j'ai une certaine image de l'humanité, ou telle que j'aimerais qu'elle soit, tu vois. Et quand je vois le comportement des gens, de manière générale, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais je juge personne. C'est peut-être moi qui me projette trop de manière idéale, tu vois. J'ai l'air d'un neuneu là qui veut que tout le monde soit, tu vois, bisounours machin, mais c'est pas ça. Je reviens au Maasai. Maasai, guerrier pacifique, tu vois. Je vais citer un peu le travail de Xavier. Donc je parle sous sa. Je n'arrive pas à trouver le mot. En fait, si tu veux, à l'époque de la colonisation, au Kenya, il y avait... donc c'est la Grande-Bretagne qui a colonisé cette partie du monde. Et en fait, si tu veux, il y avait une maladie qui avait été répertoriée chez les soldats qui allaient attaquer, ou en tout cas occuper le territoire des Maasai. Ça a été répertorié, Maasai Matis, quelque chose. Et en gros, c'était la peur des Maasai. Et la peur des Maasai s'est transformée médiatiquement en des Maasai tueurs de lions, cannibales, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'était pas ça. C'était que les gars dégageaient tellement d'aura que les soldats osaient même pas les attaquer. Bah, tu vois, moi, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre. Tu vois, tu frappes sans toucher. Tu as une attitude comme ça. Et c'est pas, tu vois, le guerrier Hulk, machin. C'est pas ça. Le mec, le Maasai, il est sur sa colline, il est là, avec sa lance, il regarde. Limite, tu vois, il est avec ses potes, il fait une blague. Mais les gars, en le voyant, ils se disent, ah ouais, non, mais c'est mort, je ne vais pas l'attaquer. J'y vais pas. Alors qu'il sourit, le mec. Et, c'est hyper inspirant comme truc. Bien sûr, de pouvoir rayonner un truc aussi puissant. Et cette créature que j'ai inventée, c'est l'incarnation de ça. Comme sa version enfantine est l'incarnation de l'enfance naïve. Et cet enfant-là a grandi et est devenu un guerrier pacifique. Mais c'est pas parce qu'on est guerrier pacifique qu'on ne peut pas être, qu'on peut pas avoir une certaine forme de violence, tu vois, à l'intérieur. De puissance. De puissance. Ouais. Oui, je préfère le mot puissance. J'ai l'impression que c'est toi, ce guerrier pacifique. Si seulement. Avec tes propres outils, le dessin notamment, d'autres choses sans doute. C'est quoi les prochains projets sur lesquels tu es excité de bosser, en dehors de cette histoire bien sûr qui est en cours, j'entends. Ouais, c'est ça. Mais en plus, je te dis que c'est un objectif, mais en fait, je sais que ce sera peut-être qu'une étape, si ça se trouve. Tu vois. Mais c'est bien de voir les choses comme ça. Mais là, en ce moment, je fais une bande dessinée avec Philippe Guillemont, justement, où je mets en BD le pic de l'esprit. Et en fait, ouais, ce sera un bel objet. Hein. Et là, tu vois, je découvre tranquillement comment faire une BD, comment découper, machin. Après, j'ai une culture de la BD, mais c'est vrai que je ne sais pas le faire, donc j'apprends au fur et à mesure. Après, illustrer Philippe Guillemont, c'est pas facile, parce que c'est de la physique quantique, tu vois. Donc, et là, c'est raconté sous couvert d'une randonnée initiatique en montagne, où en gros, plus ils s'élèvent et plus les sujets qu'ils abordent le sont aussi, et plus les personnages vont tu vois, évoluer, quoi, tu vois. Mais il faut que ça se représente, ça, tu vois. Bon, c'est un peu mon entrée dans l'arène de la BD, quoi, tu vois. Donc il faut que je montre de quel bois je me chauffe. Un nouveau challenge créatif. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai d'autres projets, mais là, je peux pas en parler là parce qu'ils sont... ça manquerait de respect aux personnes avec qui j'en parle, et j'ai pas envie de l'annoncer si c'est pas officiel. Complètement normal. Moi, j'écris pas mal. Et quand je vois certains des trucs que j'écris, j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup sur mon chemin. Effectivement, je t'ai lu, c'est très bien écrit. Merci beaucoup. Et il y a ce truc, je sais pas si tu as ce truc avec le dessin parfois, mais parfois j'ai l'impression que les choses sortent de moi sans que je comprenne comment. Est-ce que ça te parle ? Dans les livres que j'ai illustrés, j'ai rencontré plein de gens, et du coup j'ai rencontré des médiums aussi. Et en fait, ça s'appelle ce phénomène-là. Donc là, c'est une théorie. Hein. En fait, les médiums sont capables de choper des informations, on ne sait pas forcément d'où, et en fait, ils sont un peu relais. En anglais, ils appellent ça le channeling, ou la canalisation en français. Et moi, ça me plaît, cette idée que
si tu es dans un état particulier, c'est pas forcément un état modifié de conscience, mais de concentration, tu vois, ou même de passion, tu sais, ou d'euphorie, et bien tout d'un coup, tac, tu captes plus facilement des trucs, ou de l'inspiration tout simplement, et vas-y quoi. Et souvent, le temps passe très vite. Tu l'expérimentes avec le dessin ? Ah bah grave. Ouais. En plus, c'est vrai que moi je dessine beaucoup avec de la musique et j'adapte souvent la musique à ce que je fais, enfin, tu vois, pour être un peu dans le même ton. Et c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui m'ont vu dessiner des fois je dessinais en rythme sans le savoir. C'était marrant. Incroyable. Et le temps passe hyper vite. Une fois, je me suis levé le matin, je me suis dit ah ouais, je vais dessiner toute la journée, là j'ai ça à faire. 8 heures sont passées, je suis même pas allé manger, pas pisser, rien du tout. Et les 8 heures sont passées comme ça, j'ai levé la tête. C'était trop bien. L'état de flow. Ouais, le flow. Ouais. Tu rentres dans un espace où le temps n'existe plus. Ça m'est vraiment arrivé, et c'est très bizarre pour moi d'écrire des textes. Je ne me souviens même plus comment je les ai écrits. Et ensuite, je les regarde et je me dis merde, j'ai écrit ça et je ne sais pas d'où ça vient. Et même le contenu du texte, j'ai eu récemment une expérience très intéressante. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Je suis le porteur d'une lanterne ». Je sais pas d'où venait ce texte. Ça m'a traversé. Je suis le porteur d'une lanterne, donc j'écris ce texte. Et quelques temps plus tard, je sais plus trop comment. Oui, je crois qu'on m'a tiré une carte. Et sur la carte, t'as un ermite qui porte une lanterne. Mais je crois que c'est quelques semaines après que j'ai écrit ce texte sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, et je vois donc cette carte avec un ermite qui porte une lanterne dans une grotte avec waouh. Et ben c'est un super exemple. Dans le jargon on appelle ça une synchronicité. Tout à fait. Mais je pense que ça reflète très bien, un peu le thème de cette conversation. Cette conversation a lieu aujourd'hui parce qu'il y a eu des synchronicités. Exactement, déjà. en plus. Ouais. Mais ce porteur de lumière dont tu parles là, donc tu l'as écrit. Porteur de lanterne. Ouais. Porteur de lanterne. Ouais. Et ensuite, tu me dis que tu as tiré une carte comme ça. C'est ça. En fait tout se joue là, je crois. Oui. En gros, l'idée, c'est qu'est-ce que tu fais de ça ? Ah. Est-ce que c'est un hasard ? M'en fous. Ou tiens, ces deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre auxquels tu donnes du sens, est-ce que ce sens-là, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Est-ce que ça va t'inspirer ? Est-ce que tu vas dire ah ouais mais c'est chouette, tu sais, la magie de la vie un peu, tu vois. Complètement. Et puis quand tu es dans un état particulier, tu peux en voir, mais après attention. Il y a des gens qui en cherchent partout, mais en général, ça te tombe dessus. Le mot m'échappe. La sérendipité. La sérendipité, c'est mon mot préféré. Moi aussi. Mon mot préféré. Ouais, j'adore ce mot. Moi aussi. C'est exactement ça. Le principe de la sérendipité, c'est en fait tout simplement un explorateur qui va chercher absolument quelque chose en particulier, et en fait sur sa route il va trouver un trésor qui n'était pas du tout prévu au passage, et le fait et là on revient à la physique quantique et tout ce que tu veux, le fait qu'il cherche autre chose que ce trésor facilite le fait qu'il trouve ce trésor. Ce qui implique qu'il est quand même dans une sorte de voyage, il avance vers quelque chose, il y a un objectif qui le fait avancer, et donc il va finir peut-être par trouver autre chose. Qui est-ce qu'il est censé vraiment trouver, dans le fond. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il est censé, par qui, pourquoi, ça nous dépasse. Mais je vois un truc un petit peu comme ça. Et pour moi, la sérendipité, c'est aussi un petit peu un scientifique qui se prend la tête sur une question et bam, il découvre la réponse dans la nature. Un petit peu comme ça. Et là, il a un flash et il a une compréhension. Pour moi, c'est un petit peu cette image des deux aimants. T'as un aimant intérieur dont t'es pas forcément conscient. Et puis, ça rencontre un aimant extérieur et bam, il y a un truc qui se passe. Waouh. Et donc, toutes ces synchronicités. J'ai l'impression que même la manière dont toi tu commences à dessiner l'invisible est le résultat de formes de plusieurs synchronicités, de sérendipité. Tu vois, on revient à cette idée de ce que je cherche, me cherche. Et ce qui est fascinant dans ce que je cherche, c'est que parfois, et c'est aussi ça qui est dans ton histoire qui est super intéressant, c'est pas
tu vas vers un endroit, mais tu sais pas exactement vers où, à l'image de l'histoire que tu es en train d'écrire et le personnage que tu es en train de créer. Tu y vas, c'est en train de germer, tu sais pas exactement où ça va, mais tu y vas, tu vois. Et ça t'amène à rencontrer des choses à l'extérieur. Et bam, maintenant, tu fais un travail qui est très difficile. Mettre en dessin l'invisible, mettre en dessin des théories fascinantes. Et ouais, dans le but de vulgariser tout ça, mais après ça fait appel aussi en termes d'inspiration. Il n'y a pas que le channeling ou ce genre de choses-là. Yes. Il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup de recherche de références, aller voir des gens qui t'inspirent, etc., etc. Mais après, je voudrais... Moi, je suis un petit peu comme un petit toutou qui court après une balle, en fait. Elle est super, la balle, elle est toute rouge, elle rebondit bien, ça fait un bon bruit, tu vois, vas-y, on y va. Et tu vois, je te résume mon week-end. Moi de base, je suis originaire de Bretagne. J'habite à Angers. Je suis allé à Angers pour mes études, j'y suis resté. Et là, moi, je suis à Paris, paumé, l'Indien dans la ville. Hier, j'avais un rendez-vous avec Guy Trédaniel pour parler de l'avenir et ce qu'on allait faire ensemble et tout. Mais tu vois, je recontextualise le truc. Tu vois, je m'habitue pas à ça. Je me dis, waouh! Je déconne avec des éditrices et des gens. Je croise un auteur comme ça. Il y a des auteurs très connus qui viennent. Il y en a un, il est venu me voir et me dit: ah tiens, c'est toi qui as fait les dessins, vas-y, fais-moi une dédicace. Non mais genre, moi je vais te faire une dédicace. Hier, Guy Trédaniel, j'ai mangé ce midi avec Louis Fouché, Fabien Moine, Eric Scarbarou, qui m'invite chez lui et qui me fait vivre Paris de nuit. Tu vois, alors qu'il a passé c'est les plus grands moments de sa vie à Paris, et il me fait partager les meilleurs moments, enfin les meilleurs endroits, les endroits qu'il préfère. Mais c'est génial. Ouais, tu t'éclates. Ouais. Mais grave. C'est le truc qu'il faut rappeler aussi. Parce que tu sais, parfois on peut penser que vivre de sa passion, ça doit nécessairement être difficile, et en tout cas que par exemple gagner sa vie, ça doit nécessairement être difficile. Tu aurais aussi pu te dire peut-être que j'y arriverai jamais à vivre de mon travail, peut-être que ce sera jamais un truc sérieux. Il y a beaucoup de gens qui font du dessin, par exemple, à qui on pourrait dire ça, ou dont l'entourage pourrait dire des choses comme ça, tu vois. Surtout que je ne m'estime pas du tout comme étant un très bon dessinateur. Bah, tu vois, moi, j'ai le niveau que j'ai là, mais bon, maintenant que je t'ai expliqué un peu mon état d'esprit, mon niveau, j'aimerais bien qu'il s'améliore. Bah, tu vois, je veux vraiment... on est dans une démarche de progression. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et personnel, et artistique, et technique, et ce que tu veux dire par rapport au côté économique des choses, ouais, c'est pas facile. Artiste-auteur, dessinateur, c'est la galère. Et moi, je vis de ça, mais je fais partie des privilégiés. Et du coup, je prends souvent des jeunes qui sont en formation, des stagiaires, mais parce que le dessin, ça se partage. Il faut absolument leur donner les armes, tu vois, pour bien se débrouiller, bien se défendre sur le marché, etc. Mais moi encore, je me sous-vends encore. Là, j'apprends un peu en me disant, bon, ok, quand même, il nous pique quand même pas mal de fric. Donc, il va falloir à un moment donné que je le chope quelque part si je veux durer, tu vois. Mais après, ouais, c'est... mais tu vois, je me dis naïvement que c'est peut-être cette manière de faire qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Tu sais, avoir choisi cette espèce de voie-là, ça fait que on me fait des coups de main pour que ça marche. Alors, ça, c'est la question. Qui est-ce que tu l'as choisi? Est-ce qu'elle t'a choisi cette voie aussi? C'est ça. Et ce que j'entends qui est important dans ton discours, c'est que c'est énormément de boulot. C'est que tu es quelqu'un qui travaille dur. Ouais. Quand tu dis que tu es capable de dessiner, en tout cas ça t'arrive de dessiner pendant 8 heures. Alors bien sûr, c'est une passion, mais... Donc, mais ça a l'air facile, dit comme ça, tu sais, comme tu le dis. Mais en fait, c'est pas si facile, parce que quand c'est ton travail, c'est toujours ta passion, mais c'est ton travail.
Et en fait, c'est important quand tu fais des commandes de revenir à des choses personnelles qui te plaisent, tu vois. Qui te parlent. Et cette BD-là, je suis un peu frustré parce qu'en fait, ça doit faire une bonne année que j'ai pas redessiné un des personnages. Mais après, je sais que très bien que quand j'attends et que je m'y remets, je suis généralement très satisfait du résultat. Et plus le temps passe, plus j'espère m'approcher de ce que je pourrais montrer à des maisons d'édition, un truc vraiment carré, quoi. Ouais. Et du coup, ça peut paraître un peu lourd parce que je parle sans arrêt de ce projet-là, des fois dans les interviews. Mais ça va venir, soyez patient. Moi aussi, je le suis. Tu nous fais un teasing de ouf, là. Ah mais en même temps, bon, je peux pas parler de ce dont on parle sans parler de ça. Ouais. Mais c'est, je pense que c'est important. Parce que peut-être pour les gens qui vont écouter cette conversation, il y a un projet qu'ils aimeraient, auquel ils aimeraient donner vie. Et peut-être que ce projet n'a pas encore été entamé. Et tu vois, c'est cool que pour toi, ce soit une direction importante. Tu sais que tu veux le finir. Et j'ai même l'impression que tu y travailles sans y travailler. C'est-à-dire que par ta réflexion. Moi, ça m'arrive souvent d'écrire dans ma tête avant d'écrire sur papier. Bien sûr. Ou de faire des concepts de podcast dans ma tête avant de faire en sorte. Et là, je suis en train de... Tu es en train d'avoir des nouvelles idées pendant qu'on parle. Exactement. Quand j'écoute, tu vois, dans cette conversation qui m'enrichit. Qui nous enrichit tous les deux. Merci. Et donc, pour les gens qui écoutent, effectivement, le fait de dire, ouais, t'as ce projet, t'as ce truc-là, première étape, c'est réalisable. Donner vie à ses rêves, je pense que ça passe aussi par commencer à faire des petits pas. C'est pas nécessairement tout de suite ce gros truc, c'est j'y vais à mon rythme, mais j'y vais, quoi. J'avance dessus. J'ai envie de sortir du dessin et de revenir encore un petit peu en arrière. J'aime bien faire des bonds dans le passé, dans le futur, dans le présent, et donc transition toute faite pour parler du temps. Tu as fait une conférence récemment où tu travaillais... je crois que tu parlais c'était avec... sur la physique quantique et sur le temps, c'était avec qui que tu avais bossé sur ça ? Philippe Guimand. Voilà. Alors, je sais que tu n'es pas scientifique et que tu n'as pas cette prétention, mais est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des concepts sur lesquels vous avez bossé ensemble et que tu es en train de mettre en dessin ? Parce que j'ai trouvé ça fascinant autour du temps. Ah, le travail, tu veux que je résume le travail de Philippe, c'est ça ? Oui, mais avec ta conception de comment est-ce que tu donnes vie à ça, enfin en dessin, tu vois. Ce que tu as aimé particulièrement, c'était le fait que ce soit la physique quantique et le temps. Tout à fait, okay. Ouais, ce rapport au temps. Ouais. Comment est-ce que tu dessines toutes ces théories de physique quantique sur le temps ? Tu vois, par exemple, il y a une chose qui est... Quand tu as un concept qui est beaucoup trop dur à représenter, il faut que tu trouves une ligne. Tu vois, il faut que tu trouves un truc qui fait que tu puisses le simplifier. Par exemple, tu vois, dans la physique de la conscience illustrée, le premier livre que j'ai fait avec Philippe, au début, il parle de temps, de matière et d'espace. Essaye de représenter la matière, par exemple. Essaye de représenter l'espace, essaye de représenter le temps. Bon, là, je vais aller chercher dans toutes les représentations humaines. Tu vois, je vais taper temps sur Google. Je vais faire appel à mes références à moi. Et puis après, qu'est-ce que je fais de ça ? Comment je fais ? Là, tu vois, j'ai fait le choix d'en faire des lieux. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, pour le temps, j'ai représenté un grand sablier, tu vois, qui s'est brisé, et en fait, tout le sable infini dedans, alors que tu as l'impression qu'il est pas infini, mais en fait, si, il l'est. Et après, là, c'est vraiment une représentation un peu artistique, symbolique. Mais après, rentrer dans la représentation du temps dans un récit, et notamment en bande dessinée, là, c'est encore autre chose.
Mais la bande dessinée est très très permissive. Et là, je me permets de citer un dessinateur. J'aime beaucoup, énormément de dessinateurs. Mais lui, et j'apprécie les dessinateurs français, hein, mais aussi aux États-Unis, au Japon et tout. Mais celui-là, il a fait une BD qui s'appelle Imbattable. Et Imbattable, en fait, il joue avec le temps. C'est-à-dire que la case numéro 1 interagit sur la 9, qui interagit sur la 7. Et en fait, c'est un truc génial. Et en fait, ça m'a donné une super idée. Il faut que je joue avec le quatrième mur du format de la bande dessinée. Représenter... en fait, Philippe Guillemot, il s'inspire... il crée beaucoup d'idées. Il s'inspire des autres, évidemment. Et en fait, il y a un principe qui s'appelle la rétrocausalité, c'est-à-dire que le futur a un impact sur le présent. De manière très simple. Alors ça a l'air compliqué à comprendre. Oui. Je vais être obligé d'expliquer. Parfait, ça m'intéresse. La synchronicité dont on parlait tout à l'heure a été expliquée et conceptualisée par Carl Gustav Jung, qui en fait avait une patiente qu'il avait depuis longtemps, qui n'arrivait pas à résoudre ses problèmes. Et en fait, elle dit qu'elle a rêvé la nuit précédente qu'elle portait un collier avec un scarabée d'or dessus. Et au moment où elle dit ça, un scarabée d'or un peu vert, comme il y a en Europe, arrive sur le bord de la fenêtre. Et là, Carl Gustav Jung, il dit, tiens, le voilà, votre scarabée. Sauf que cet événement, au moment où elle l'a raconté, a fait qu'elle n'a plus eu de problème après. Et donc, alors là, on rentre dans le truc technique. En fait, la rétrocausalité, c'est le moment... alors là, il faut que je me remette le schéma en tête. Est-ce que vous voyez les idées se créer au-dessus de ma tête en bulle? Il y a différentes bulles qui apparaissent. C'est ça. Oh, tu rajouteras des effets spéciaux. Tu vois, on pourrait imaginer que le rêve a amené le scarabée, tu vois, ou que ce soit la surprise de voir le scarabée qui a généré le rêve dans le passé. En fait, c'est cette logique-là. La sérendipité, c'est un peu pareil. Tu vois, c'est un truc de... On se projette dans le futur et ça a un impact dans le présent. Mais là, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure, il me faudrait vraiment longtemps Bien sûr. pour exprimer le truc. Et du coup, Philippe Guillemot, il dit « Ouais, mais attends, le passé peut bouger. » Le passé, ça bouge pas, c'est pas possible. Si, il va dire « Ouais, ça bouge moins, mais ça bouge quand même. » Ok, vas-y, raconte. Et tout ça pour te dire qu'avec cette BD qu'on fait ensemble, moi, je vais jouer avec le quatrième mur, c'est-à-dire que je vais m'inspirer du travail de l'auteur de Imbattable, tu vois, à faire qu'une case dans le futur influence une dans le passé pour représenter la rétrocausalité. Pour représenter l'espace qui est complètement... parce que dans le livre, à un moment donné, l'espace et le temps sont complètement en bazar. Et ben du coup, tu vois, rien ne m'empêche de mettre la case qu'on voit à plat d'habitude de biais et le personnage qui en sort. Tu vois, tu as moyen de jouer comme ça. Mais ouais, pour ça, il faut sacrément gamberger et surtout... garder l'inspiration en faisant des trucs qui nous plaisent, et pas forcément dessiner, hein. Être avec ses enfants, tu vois, faire tes loisirs, aller voir tes amis. Enfin, si t'as pas ça, tu ne peux pas créer. Moi, je ne serais pas la personne que je suis actuellement sans mes enfants, ma femme, mes amis. Ce socle-là, hyper important, quoi. Tu trouves de l'inspiration au travers de tes enfants? Bah, du coup, j'ai une anecdote là-dessus. La rétrocausalité, tiens. Yes. Exemple direct. La petite bestiole que je dessine depuis que j'ai peut-être 10-12 ans. Petite boule ronde avec des grands yeux noirs, avec un sourire, avec une dent, machin. Et ben, figure-toi que quand mes enfants sont nés, il y a plein d'amis qui se connaissaient pas forcément entre eux, qui m'ont dit « Mais tiens, c'est marrant. Il ressemble à tes enfants, ta bestiole. » Et là, tu te dis, attends, est-ce que c'est moi qui ai influencé le truc? Tu sais, genre, t'as influencé le visage de tes enfants, n'importe quoi. Ou alors, est-ce que ce sont mes enfants, la naissance de mes enfants, qui ont fait que j'ai eu cette idée dans le passé? Mais en fait, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. C'est cool. C'est juste cool.
Et oui, mes enfants, ils ont la tronche des bestioles que je dessinais avant qu'ils naissent. Comment tu veux que... bon, après, c'est mes amis qui ont dit ça, tu vois. C'est ouf. C'est marrant. Ouais, c'est génial. Et après, ça se trouve, ils fabulent, ils en font un pataquès, et puis moi, je m'en fais toute une machin. Mais foutez-moi la paix si j'ai envie de... Tu vois, si ça me plaît et que ça m'inspire. Pour moi, le thème, et ça me parle beaucoup, c'est un truc qui me touche intimement, c'est cette idée de vivre un petit peu de manière magique. Alors, je sais pas si magie est le bon mot. C'est connoté, tu sais, tout de suite. Oui, magie. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est dans le côté... et je vais revenir à ce que je disais, ce côté où, quand j'étais plus jeune, je me pose des questions sur le sens de la vie, je regarde dehors et je me dis non, je sais qu'il y a plus que ce que je vois. C'est cette magie que je cherche, que certains peut-être appelleront spiritualité ou quête de sens ou plein d'autres choses. Et de plus en plus, justement, par exemple, quand je prends l'exemple de cette synchronicité de cette carte avec ce porteur de lanterne, je me dis, ouais, en fait, il y a de la magie. Encore une fois, je ne suis pas sûr de est-ce que c'est le meilleur mot, mais j'ai envie de croire à ça, moi aussi. Parce que j'ai ce choix-là de dire, est-ce que ça n'a aucun sens? Est-ce que c'est juste une coïncidence? C'était une des propositions. Tu le posais sous forme de question. Tu dis, ou est-ce que tu vas en faire quelque chose? Ou est-ce que déjà, tu vas essayer de trouver un sens ou de donner un sens à ça? Et je crois que personnellement, j'ai fait le choix de vivre un petit peu de cette manière en me disant, il y a des choses qui me dépassent. Et il y a des petits indices. Je vais suivre ces indices. Et tu vois, commencer à vivre comme ça, je crois que ça m'amène sur des chemins fascinants. Ouais, je vais juste en rester là. C'est dur de mettre plus de mots que ça pour l'instant. C'est bien, mais et tu sais quoi? Encore une chose très importante, en fait, c'est bien de pas aller plus loin, forcément. De pas vouloir tout expliquer. Yes. C'est très bien comme ça. Ce côté, de plus en plus, je me dis, il y a des trucs qu'il faut expérimenter ou ressentir, mais j'ai personnellement du mal, parce que moi je travaille avec les mots, donc le podcast et l'écriture, il y a des choses encore que, je sais pas si ça te fait ça avec le dessin, mais que j'ai du mal à mettre en mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, il y a des trucs, c'est vraiment, c'est du ressenti qui me désarme à un point où j'arrive pas encore à le traduire. Alors peut-être qu'il me faut du temps, mais je sais pas si c'est un truc que toi tu vis à travers le dessin, parce que tu disais tout à l'heure que parfois c'est une émotion aussi, donc la musique qui réveille une émotion, qui te met dans un état, qui t'inspire. Ou des moments. Mais est-ce que ça t'arrive de... Ouais, ou des moments, bien sûr, des moments de vie, ouais. Mais est-ce que ça t'arrive d'être bloqué devant le truc en disant ça, parce que tu travailles quand même là sur des théories assez folles pour notre conception actuelle de la vie. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, ce truc-là, je sais pas comment je vais le dessiner? Bon, j'aimerais dire, oui, c'est dur... pour avoir l'air humble et tout, mais en fait, pas du tout. En gros, mon problème, et heureusement que je dessine, si je pouvais pas dessiner, je deviendrais fou, je crois. Parce qu'en fait, en gros, c'est comme si les idées venaient, qu'elles se transformaient en images, et qu'il fallait que je le pose sur le papier. Et après, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Donc, ce que je fais en général pour avoir des idées, ça c'est un truc que peut-être les auditeurs pourraient même utiliser, parce que l'inspiration, c'est un sacré sujet. Yes. Et je parle de stabilité émotionnelle. Tu vois, je dis pas qu'il faut être un couple homme-femme, 2 enfants, machin. C'est mon équilibre à moi. Ton ancrage à toi. Qui a l'air très traditionnel, alors que je suis quelqu'un qui a des idées, dirons-nous, originales. Mais en fait, j'ai quand même une base qui a l'air traditionnelle. Et en fait, tout ça est parfaitement compatible. Je suis pas le stéréotype de rien du tout. Tu vois. Et mince, j'ai fait un arc un peu long et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Cet ancrage, donc ta famille, tes amis, ta vie... qui t'aide à aller chercher cette inspiration. C'est ça. Et du coup, faire des choses qui nous plaisent et bien s'entourer. Et des fois, c'est pas parce que c'est ta famille que ce sont des gens qui te veulent du bien. Hein. Donc ça, c'est ce que la réincarnation peut aider à faire comprendre. Tu vois, c'est pas parce que c'est ta famille biologique que tu leur dois forcément quelque chose. Mais si mes parents écoutent ça, moi je leur dis que je les aime profondément, évidemment. Mais c'est pas du tout d'eux dont je parlais. Mais tu vois, Enfin bon, là je tergiverse, mais
inspiration, c'est aussi un état d'esprit et des moments pour le faire. Tu vois, tu peux pas chercher l'inspiration dans le métro, par exemple. En plus, moi, je suis pas habitué. Moi, j'entends le moindre son, ça me fait sursauter. Mais moi, c'est avant de dormir à chaque fois. Tu vois, en gros, tu t'allonges et puis, tiens, c'est le thème du jour. Et tu t'endors comme ça. Et j'imagine que le cerveau continue après quand tu dors. Ah. Et après ben, comme tu dis, ça peut être des moments dans la journée où, et là, tac, t'as l'inspiration. Et en général, tu ressens une espèce de ferveur Complètement. dans le ventre. Ouais. Tu vois, t'as un truc. Ouais. Tu y penses sans arrêt. Tac, 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 ça rythme ta journée. Comment je vais faire ça? Est-ce que j'aurai le temps? Mais je m'en fous, je vais le faire quand même. Et j'avoue que le fait de dessiner, c'est quand même vachement bien. Parce qu'en fait, tu peux projeter une image mentale sur une feuille ou sur un écran. Et après, en plus, en écran, c'est cool parce que tu peux le découler en plein de formes et tout, donc, ou plein de couleurs, ou plein de trucs. Yes. Donc ça, c'est carrément cool, ouais. Yes. Ouais. Si... Alors déjà, je trouve ça très intéressant, fascinant que tu expliques que ton ancrage t'aide à trouver de l'inspiration, comme s'il y avait une structure qui est indispensable à ton équilibre et qui te permet justement d'aller connecter des inspirations, etc. Je trouve ça super comme message. Et l'autre chose sur laquelle je voulais aller, c'est une question que j'ai envie de te poser. Question peut-être un peu difficile, mais j'aime bien les questions difficiles. S'il y a un seul truc que tu aimerais que les gens retiennent de ton travail, admettons que demain tu sois plus là, ou quand tu seras plus là, que tu auras fait toutes les bandes dessinées, illustré tous les travaux que tu illustreras, et peut-être même d'autres projets que tu feras à l'avenir, s'il y a un truc que tu aimerais que les gens retiennent de ton travail, en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais ? J'aurais fait de mon mieux. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est pour mes enfants. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Ça me file une émotion, tu vois. J'aurais fait de mon mieux. Et j'aurais fait ça en conscience. J'aurais pris les positions qu'il faut au bon moment. Et j'aurais aucun regret. Je suis désolé, c'est assez solennel, mais c'est exactement comme ça que je le pense et que je te le dis. Je trouve que c'est pas solennel, c'est essentiel. Et c'est un très très beau message que tu partages. Je pense que si on est tous capables au bout de notre existence de dire j'aurais fait de mon mieux et j'espère que je pars sans regret, j'ai donné tout ce que j'avais, tu vois. J'ai donné tout ce que j'avais. Ça, c'est un truc qui m'habite très souvent. Je me dis, j'espère que je vais donner. Et j'ai même cette peur de me dire, tu donnes pas encore tout ce que tu peux donner. Et pourquoi tes peurs te retiennent là ? À quel endroit mes peurs me retiennent encore ? C'est un truc, c'est une réflexion qui est continue pour moi. Ouais. Donc merci Benoît pour ça. Ben, je voulais vraiment, vraiment te remercier parce que tu vois, c'est l'image de la fléchette de tout à l'heure. Tu arrives bien à savoir. Ben, c'est comme un poème. Tu sais comment rythmer les choses. En fait, tu m'amènes exactement, pas forcément là où moi j'avais décidé ou toi, mais je voulais vraiment te remercier parce que tu as vraiment réussi à. Tu vois, tu as même failli me tirer une larmichette à la fin. Donc ça veut dire que c'est bien réussi. Merci à toi, Benoît. En tout cas, j'ai adoré cette conversation. Cool. C'était génial. Merci. Ouais, c'était carrément cool. Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais ajouter pour conclure ? À vous de jouer. C'est votre tour maintenant. On est plein dans l'histoire à vouloir tâter le terrain. On y va. Il n'y a plus d'excuses maintenant. On a toute la technologie, les connaissances possibles dans notre main. Alors au lieu de jouer à Candy Crush toute la journée, essaye d'apprendre une langue. Essaye de te mettre à un truc qui te plaît. Essaye de rentrer en contact avec ta grand-mère que tu n'as pas appelée depuis 3 ans. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est gentil que voilà, c'est important. Il faut une discipline. À vous de jouer.
Ouais. À moi de jouer. À toi de jouer. Ouais. À toi de jouer, Eric. À nous de jouer. À nous de jouer. Je pourrais pas dire mieux, donc j'oserais même pas commenter ce que tu vas dire. Est-ce que pour les gens qui ont apprécié cette conversation, qui aimeraient découvrir ton travail, peut-être prendre contact avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? J'ai un site internet, Benoît Flamec. Tu tapes Benoît Flamec, tu vas trouver. Mais après, moi je suis un peu mal à l'aise avec le côté public des choses. Et du coup, mais c'est quelque chose que je travaille. Donc tu vois, c'est l'occasion encore de travailler sur soi, sur, tu vois, faire cette interview avec toi, enfin cet échange, cette conversation. C'est aussi une manière de bien expliquer ce que j'ai à dire et en même temps je me montre. C'est pas un truc facile, mais c'est une prise de risque. Et j'avais la boule au ventre il y a 2 heures. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Mais là, peut-être que j'ai l'air à l'aise, mais je suis à l'aise pourquoi? Parce que je dis ce que j'ai besoin de dire. Ce qui vient de tes entrailles. Mais ça, c'est dur, parce qu'il y a le côté... Il y a le côté scénaristique dont on est habitué. Tu vois, le mec, il est à l'aise, mais en fait, c'est pas vrai. Il sait à montrer qu'il l'est. Et moi, j'essaye de l'être, d'être à l'aise, mais parce que j'ai des trucs à dire et je veux être authentique. Voilà. Des trucs qui sont importants pour toi. Ouais, et donc, j'allais te dire que personnellement, je suis toujours mal à l'aise avant de faire un podcast. Je rencontre des nouvelles personnes, on se rencontre, même si on a échangé par téléphone, on se rencontre. Je suis toujours mal à l'aise parce que, comme là, je dois mettre en place le set un petit peu tout seul quand je prends du retard, quand il y a des couacs techniques. Donc, j'ai appris à cohabiter avec cette peur, cette anxiété que j'ai. C'est mon compagnon. Je dirais que c'est ma compagne de danse. Voilà. Elle est toujours avec moi c'est bien. Et elle me montre la direction. Et donc, je crois que j'ai pris une décision importante il y a assez longtemps. C'était de dire, je ne vais pas laisser ça me limiter. Si ça doit être ma compagne de danse, eh bien, je l'accompagne partout, je la traîne partout, mais j'y vais quand même, tu vois. Je tremble, mais j'ose. C'est vachement bien. La conférence que tu as évoquée juste avant, là, j'avais des pétoches. Alors, j'avais des pétoches. Je vais me permettre de la mettre en lien de cette si vidéo, si t'es OK, parce que je l'ai trouvée géniale. Donc je la recommande vivement à tous ceux qui écouteront et regarderont cette vidéo, parce que c'est une super conférence. Vous découvrirez aussi Eric au tout début de la conférence qui est avec nous. Donc carrément, merci encore Benoît pour ce moment d'échange. Merci Mourad. Et à très bientôt. Salut tout le monde.